Gastro-entérologue, nutritionniste. Le professeur Francisca Joly-Gomez est également professeur en nutrition à l'université Paris 7. Voilà, je vous dresse un tout petit peu son portrait. Elle exerce au CHU de Beaujon, c'est à Clichy-la-Garenne. Elle a été un des soldats au premier rang, évidemment, du Covid. Elle a dirigé, en sortant de sa spécialité, une unité sur le front, elle aussi. On s'était eu au téléphone à ce moment-là. Et je crois qu'elle rêvait à une Corse qui allait l'oxygéner un peu plus tard. Et ça ne l'a pas aidé à tenir. Mais peut-être qu'en tout cas, ça lui a fait penser que des jours meilleurs seraient bientôt là. Elle poursuit néanmoins, au-delà de ses activités propres à l'hôpital, je dirais, ses activités de recherche dans l'équipe de physiologie et d'endocrinologie digestive à l'INSERM. 50% recherche, 50% hôpital auprès des patients, c'est son travail. Elle est auteure de plus de 80 articles scientifiques internationaux, au-delà des ouvrages, le premier et deux autres que je pourrais vous citer en fin de conférence. Et ses travaux, depuis qu'elle s'est mise dans cette expertise, touchent surtout à l'insuffisance intestinale chronique, avec des optimisations au niveau des traitements, c'est ce qu'elle regarde, la prise en charge aussi de la dénutrition dans les maladies digestives, les maladies rares intestinales. Elle travaille sur cela également et le mécanisme d'adaptation des intestins. En cas de chirurgie, elle observe aussi de près le microbiote. Donc on a vraiment quelqu'un qui est dans cette expertise et puis on est pour le coup très content de la recevoir. Simplement l'accueillir, notre invité qui vient comme les autres amicalement chez nous par quelques applaudissements de bienvenue, très légers, me permettrait de la faire monter sur scène, s'il vous plaît. Je vous laisse seul en scène. Merci. Alors, bonjour à tous. Merci beaucoup, Fabrice, pour cette introduction. Alors oui, je suis très, très heureuse d'être là parmi vous parce que la dernière conférence que j'ai faite, c'était la semaine dernière devant un amphi d'étudiants vide, puisque le doyen de la faculté nous a imposé de faire des cours en présentiel, mais tous les étudiants étaient en Zoom. Donc, merci de voir des visages. Merci. Alors en effet, pendant 1 heure, je vais essayer de vous apporter non pas ma vision, mais les connaissances telles qu'elles sont aujourd'hui. Alors en médecine, il faut savoir rester humble, donc probablement que je ne pourrai pas répondre à toutes vos questions. Je ne suis pas là pour vendre une recette de vie, mais pour vous dire un petit peu ce que l'on sait aujourd'hui et peut-être ce que l'on peut espérer pour demain. Alors, j'aimerais d'abord vous raconter l'histoire de comment je suis ici devant vous. Parce qu'avant que Fabrice ne me contacte, en effet, il a fallu que j'écrive un livre pour que tout d'un coup, j'intéresse des personnes comme Fabrice. Alors, comment ça s'est passé tout ça ? En fait, tout ça s'est passé un été. Alors, il faut savoir qu'à Paris, il y a un week-end particulier. Vous voyez, le dernier week-end du mois de juillet, celui avant le mois d'août, où il n'y a personne. C'est-à-dire qu'il y a vraiment personne à Paris. Et donc, il se trouve que cette année-là, moi j'étais là, je travaillais, je n'avais pas encore pris de vacances. D'ailleurs, je ne savais pas quand j'allais prendre de vacances. Et puis, il se trouve qu'une journaliste cherchait quelqu'un en urgence pour une émission de radio. C'était Sonia De Villers qui faisait des émissions l'été à la radio sur qu'est-ce qui s'était passé sur l'année précédente, un peu les nouveautés. Et donc, elle faisait intervenir des personnes sur les nouveautés en politique, les nouveautés en médecine, mais ils ne trouvaient pas un médecin sur Paris. Personne. Et donc, un peu par hasard, elle est tombée sur quelqu'un de sa famille qui lui a dit « Ah, mais je connais quelqu'un qui fait des cours. » D'habitude, il y a des personnes dans les cours, c'est pas comme maintenant. Mais, elle est assez pédagogue, fait l'avenir, elle aura toujours un truc à dire. Et donc, je me suis retrouvée, donc première semaine d'août, sur une radio, à parler de l'intestin et des nouveautés qui étaient apparues sur l'année précédente. Et suite à cette émission, j'ai été contactée par 2 éditeurs. Le premier, c'était Hachette, et le deuxième, La Martinière, en disant, voilà, on voudrait exactement ça, que vous nous parliez simplement de l'intestin, du rôle de l'intestin et éventuellement de l'axe intestin-cerveau. Donc vous voyez, je suis là parce que je n'ai pas pris mes vacances le dernier week-end de juillet, premier week-end d'août. Alors, donc maintenant, je vais essayer, justement, parce que le livre n'a pas été si simple à écrire, parce que, en effet, j'écris des articles scientifiques, et donc c'est très difficile tout d'un coup de, non pas vulgariser, pour moi, c'est pas le terme, c'est de expliquer en fait les choses de manière
compréhensible par tous, et on se rend compte que finalement c'est très compliqué parce que nous-mêmes ça nous oblige à réfléchir la manière dont on parle, la manière dont on enseigne. Donc je vais vous présenter un petit peu ce sujet qui intéresse, si vous êtes là, c'est qu'en effet il y a un intérêt important, médiatique, très médiatisé. Il n'y a pas un jour, une semaine où un magazine ne fait pas la une sur le microbiote, l'intestin, le rôle de l'intestin. Alors on pourrait se dire, mais c'est quoi cette mode ? En fait, la mode, elle vient surtout d'une accélération majeure en termes de connaissances scientifiques qui font que même si ce monde, on en avait un peu une vague idée, on se rend compte qu'il est beaucoup plus important qu'on ne le pense. Alors, on va commencer par le plus simple, c'est-à-dire peut-être déjà pour qu'on soit d'accord sur ce que l'on parle. Qu'est-ce que le tube digestif ? Alors le tube digestif, ça commence au niveau de la bouche, ça finit au niveau de l'anus. Tout au long de ce tube digestif, en fait, les nutriments, les aliments vont passer, puisque le premier rôle de l'intestin, ça va être de permettre la digestion et l'absorption des aliments. Et en fait, la première chose, ça va être de comment je transforme ces aliments qui sont complexes, finalement, en de petites briques, de plus en plus petites, pour permettre la digestion, mais surtout l'absorption, c'est-à-dire le passage au niveau du système sanguin et donc récupérer sous forme de calories, de vitamines, d'oligo-éléments, tout ce qui est nécessaire pour que nous fonctionnons normalement. Donc on va transformer le tube digestif, l'intestin, mais en fait, avant même que l'on mette l'aliment dans la bouche, la digestion commence. Quand vous passez devant une boulangerie et que vous sentez l'odeur du pain chaud, vous avez remarqué que vous salivez déjà. Votre digestion commence avant même d'avoir mis l'alimentation dans la bouche. Donc, on va voir que une fois qu'on a ingéré ces aliments et que tout le processus de digestion commence, au niveau de l'intestin grêle, qui est un organe qui est extrêmement long, qui mesure entre 4 et 8 mètres, c'est au niveau de l'intestin grêle que l'absorption, c'est-à-dire ces aliments qui ont été finalement découpés en petits morceaux, vont traverser cette barrière intestinale pour se retrouver dans le sang et être diffusés à l'ensemble de l'organisme. Alors cet intestin grêle, moi, il m'intéresse beaucoup parce que je m'occupe de maladies rares pour lesquelles des patients perdent une partie ou tout leur intestin grêle. Et lorsqu'on n'a plus d'intestin grêle, même si l'on mange, la surface d'absorption n'est pas suffisante pour pouvoir être autonome juste en mangeant. Donc cet intestin grêle est une surface d'échange majeure. Vous voyez, 4 à 7 mètres de long. En plus, il y a des replis, c'est ce qu'on appelle les villosités intestinales, donc qui augmentent la surface de l'intestin. Et sur les replis, vous avez encore d'autres replis, ce qui fait qu'on dit que ça fait à peu près l'équivalent de 2 terrains de tennis. Donc j'ai envie de dire, vous voyez, moi, dans mon ventre, il y a quand même de quoi faire, 2 terrains de tennis. Alors, je vais vous montrer ici une vidéo qui va résumer tous les processus justement de digestion pour bien comprendre et après on pourra rentrer un peu plus loin dans le vif du sujet. Les aliments que nous consommons pénètrent dans l'organisme par la bouche. Ils sont mastiqués par les dents et commencent leur transformation progressive sous l'action d'enzymes comme l'amylase, contenue ici dans les sucs digestifs libérés par les glandes salivaires. La salive humidifie les aliments et les enzymes fragmentent les chaînes de sucre et d'amidon. Les aliments, transformés alors en bol alimentaire, sont poussés dans l'œsophage par les mouvements de la langue, puis dans l'estomac par contraction de l'œsophage. La digestion se poursuit dans l'estomac, dans lequel les aliments vont séjourner de 1 à 4 heures. Ils sont d'abord brassés et continuent leur transformation régulière en bouillie. Les enzymes des sucs digestifs découpent en partie les molécules des différentes catégories d'aliments. C'est dans l'intestin grêle, cylindre de 7 à 8 mètres de long, que se forment les nutriments. Glucose, acides gras et acides aminés, directement assimilables par l'organisme. Et c'est dans l'intestin grêle qu'ils vont passer dans le sang. Cette absorption se fait au niveau des villosités intestinales,
ces replis microscopiques qui tapissent la paroi interne de l'intestin. Leur nombre, très élevé, près de 10 millions, permet à l'intestin d'offrir une surface d'absorption avoisinant les 250 mètres carrés. Les aliments non digérés passent dans le gros intestin et sont poussés à l'extérieur de l'organisme, au niveau de l'anus. Ce sont les nutriments, qui proviennent, comme on l'a vu, de la digestion des aliments, qui vont fournir l'énergie aux cellules du corps et permettre le bon fonctionnement des organes. Ils constituent donc une source d'énergie libérée lors de réactions chimiques et convertie par l'organisme en énergie mécanique et thermique. Donc vous avez vu, en fait ça c'est une vidéo que je présente régulièrement à mes patients pour lesquels on fait des programmes d'éducation thérapeutique et justement pour mieux comprendre en fait comment fonctionne l'intestin. Et donc on a vu l'intestin, on a parlé là essentiellement de digestion et d'absorption, mais ce dont on n'a pas beaucoup parlé, c'est que en plus cet organe qui est extrêmement complexe contient un système immunitaire très développé. Et donc, on se dit, s'il y a un système immunitaire, il y a un dérèglement de ce système immunitaire, peut-être que ça peut favoriser certaines maladies inflammatoires. L'immunité, elle est essentielle. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on se rend bien compte qu'en plus, ce que l'on mange n'est pas stérile. Tout ce qu'on mange contient des organismes vivants, des bactéries, éventuellement des virus. Et on arrive, alors que cette alimentation n'est pas stérile, à tolérer. Donc on a un système immunitaire qui est aussi là présent pour nous aider à tolérer quelque chose qui n'est pas stérile. Et on va voir que ça va au-delà de ça. Et puis, en fait, là où il y a eu vraiment un bouleversement des connaissances pour nous, gastro-entérologues, mais maintenant au-delà des gastro-entérologues, c'est la connaissance de ce qui se trouve dans le contenu et qui sont des organismes vivants qu'on appelle le microbiote intestinal. Et on parle de 50 à 100 000 milliards de bactéries. Alors, pourquoi on appelle ça microbiote ? Avant, on appelait ça flore. Alors, au parc Galéa, on connaît bien la flore. On ne parle que de ça, la flore. Ben oui, mais justement, nous, on n'est pas dans les végétaux. On est dans, finalement, des organismes vivants différents. Donc, on parle de micro comme petit et biote comme vie. Donc, le microbiote, finalement, ou les microbiotes, puisqu'on va voir qu'il y en a plusieurs, c'est la définition de tout cet ensemble d'organismes vivants qui nous colonisent, car nous sommes colonisés par ces organismes vivants. Alors, bienvenue dans ce monde intérieur. Ce monde intérieur qui, finalement, est fait de ces milliards de bactéries, de milliards d'organismes vivants. Alors, aujourd'hui, moi, je vais vous parler surtout de microbiote intestinal, puisqu'on va beaucoup parler de l'intestin et des interactions avec les autres organes. Mais on a d'autres microbiotes. On a un microbiote de la peau, on a un microbiote vaginal. Donc, on a des microbiotes et on a des connaissances maintenant qui sont extrêmement récentes et spectaculaires sur le microbiote pulmonaire. Il y a même un microbiote pulmonaire et là, c'est un développement complètement nouveau qui pourrait expliquer certains asthmes, certaines maladies respiratoires pour lesquelles on n'avait pas forcément d'étiologie ou de cause précise. Alors moi, je vais vous parler de ce qui se passe dans le ventre. Je suis gastro-entérologue, donc nous, finalement, les selles, le caca, ça ne nous fait pas peur. Hein. On est dedans tout le temps. Et donc ici, vous pouvez voir une image assez jolie de l'intérieur. Donc c'est ce qu'on appelle des images en microscopie électronique. Donc c'est un microscope ultra puissant qui permet de voir à des agrandissements différents, vous voyez des images différentes. Ben, en fait, ces images, c'est les selles d'une collègue chercheuse à l'INRA avec qui je travaille. Elle n'a pas de maladie particulière. Et donc, ces images magnifiques, c'est quand même assez artistique, c'est beau quand même. Il n'y a pas que moi qui trouve ça beau.
Merci. Eh bien, ce sont des espèces bactériennes. À chaque forme correspond une espèce, une famille bactérienne différente. Et pourquoi on a autant de bactéries? Parce qu'on pourrait se dire, mais vous voyez le nombre de chiffres là? Enfin, moi, j'ai jamais gagné au loto, mais je pense que ce chiffre-là, au loto, on le gagne jamais. Donc, 50 000 milliards de bactéries dans notre intestin. En fait, ce qui est assez étonnant, c'est qu'on en a besoin pour être en bonne santé. Moi, quand j'ai commencé médecine, en fait, j'avais une vision de la médecine où on me disait on va donner des médicaments pour détruire ce qui est mauvais. Par définition, un antibiotique, c'est on détruit un organisme vivant qui est pathogène. Anti, biote, vie. Quand on a un cancer, on essaye de réfléchir à détruire la cellule cancéreuse. Et là, on se rend compte que finalement, tous ces microbes dont on nous parlait, quand j'étais enfant, ma mère, elle me disait toujours « lave-toi les mains, lave-toi bien les mains, il faut que ce soit propre ». En fait, on est colonisé par des milliards de bactéries. Et non seulement c'est pas mal, c'est qu'on en a besoin. On en a absolument besoin pour être en bonne santé. Pourquoi? Alors d'abord parce que ça va participer à la digestion. C'est vraiment un allié indispensable à la digestion. Votre intestin grêle, si vous vous rappelez de la vidéo, l'intestin grêle, lui, permet d'absorber ce qu'on appelle les macronutriments, donc les sucres, les graisses, les protéines. Mais il y a des choses qu'il ne sait pas absorber. Et ce qu'il ne sait pas absorber va arriver massivement dans le côlon, donc dans le gros intestin. Heureusement qu'on a nos bactéries qui vont se nourrir finalement, par exemple, de ces fibres qui n'auront pas été absorbées. Elles vont s'en nourrir, et non seulement elles vont s'en nourrir, donc ça va permettre de les utiliser, mais ce qui est incroyable, c'est qu'en plus, elles vont produire des éléments favorables pour notre intestin, et on va le voir aussi pour le fonctionnement global de notre santé. Donc, on en a besoin finalement pour se nourrir de l'alimentation, et notamment de ce qui n'aura pas été absorbé au niveau de l'intestin grêle, mais c'est aussi un allié majeur dans les défenses contre les pathogènes. Et ça, il y a des études assez incroyables où on voit que, par exemple, un animal que l'on fait naître sans bactéries, sans organismes vivants, donc complètement stérile, lorsqu'on lui administre, on le gave d'un ensemble de bactéries qui composent un microbiote normal, si on lui donne une bactérie pathogène, le fait d'avoir toutes ces bactéries favorables va permettre de réduire l'activité de cette bactérie qui serait méchante. Donc en fait, le fait d'avoir un microbiote important, bien diversifié, va nous permettre de lutter contre d'éventuels pathogènes, contre des bactéries ou des organismes qui seraient négatifs pour notre santé. C'est ce qu'on appelle l'effet barrière. Donc, on voit que c'est des éléments importants. Puis l'autre point, on va le voir, c'est que c'est un allié de notre développement, puisque ça va se constituer au début de la vie, et on en a besoin tout au long de la vie, vous allez le voir. Alors, pourquoi il y a eu une révolution? Pourquoi on en parle beaucoup? C'est parce qu'avant, on savait que ça existait, mais on ne savait pas les identifier. Lorsque on fait ce qu'on appelle une coproculture, c'est-à-dire un examen des selles qu'on va amener au laboratoire, il va pouvoir analyser seulement un tout petit nombre de bactéries, celles qui sont visibles, celles qui ne meurent pas à l'oxygène, par exemple. Parce qu'en fait, les bactéries dans notre tube digestif, si elles sont là, c'est qu'elles sont bien là, à des conditions chimiques, à des conditions de pH tout à fait particulières. Donc en fait, quand on fait une coproculture, on est capable d'identifier certaines bactéries que l'on sait être pathogènes, mais on ne sait pas analyser l'ensemble. Et donc la révolution, ça a été de découvrir ce qui était en dessous. Donc tous ces ensembles d'espèces, et comment? Parce qu'en fait, les chercheurs ont réussi à développer des possibilités de cultiver en fait ces bactéries sans oxygène dans des domaines particuliers. Et puis on est allé plus loin. Les chercheurs ont réussi à analyser l'ADN, le gène même de ces bactéries. Et c'est comme ça qu'elles ont été identifiées. Et donc les premières publications qui sont apparues
ont montré qu'en fait, il y avait un nombre de gènes majeurs qui correspondaient en fait à ces espèces bactériennes qu'on ne connaissait pas et à qui les chercheurs ont donné des noms les plus fous les uns que les autres, parce qu'il faut bien qu'ils se distinguent comme ça. Donc, le métagénome intestinal, donc vous voyez, on est vraiment dans l'étude du gène. C'est ça qui nous a permis de savoir qu'il y avait autant de bactéries, mais aussi autant d'espèces bactériennes différentes. Donc, alors ce qui est bien, c'est que là, dans votre ventre, il y a entre 1,2 et 2 kilos de bactéries par jour. Donc ce matin, si vous vous êtes pesé et que vous vous êtes dit « j'ai 2 kilos de trop », dites-vous que c'est 2 kilos de bactéries. C'est pas grave. En plus, c'est bien, donc voilà. Donc, et c'est une réalité, vous voyez, on est vraiment dans une quantité importante. Au-delà de ça, le microbiote, c'est des espèces en fait différentes. Et ici, tous ensemble, on a chacun un microbiote à nous, parfaitement identifié. C'est-à-dire qu'on est tous différents. On est tous des êtres humains, mais on a tous notre signature, en fait, notre propre microbiote. Alors, on a probablement en commun, ici, maximum une vingtaine d'espèces communes. Mais le reste, c'est de la grande diversité. On parle de 600 000 gènes bactériens différents, alors que l'être humain est composé d'environ 23 000 gènes. Donc on est composé de plus de gènes microbiens que de gènes, on va dire, humains. Mais là, juste une parenthèse, je vais vous parler beaucoup de bactéries, parce que c'est ce qu'on a réussi le mieux à analyser. Mais les microbiotes, ce ne sont pas que des bactéries, il y a aussi des levures, il y a aussi des virus. Donc il y a encore beaucoup de progrès à faire, notamment sur la connaissance du virome qui compose aussi notre microbiote. Donc ça a été la première grande publication qui a décrit en fait le génome du microbiote intestinal. Ça a été vraiment une révolution. Et aujourd'hui, la question, mais à quoi ça sert ? Parce que c'est bien gentil de dire on a publié le génome microbien. En fait, on se rend compte, et de plus en plus, on va de plus en plus loin sur le rôle de ce microbiote, mais aussi des conséquences, et on va le voir, en cas de déséquilibre entre ce microbiote et les interfaces, c'est-à-dire l'alimentation et notre intestin, et en quoi ça peut être un des maillons dans certaines maladies, et notamment dans les maladies chroniques. Donc le microbiote, il va exercer des fonctions qui sont multiples. Et c'est vraiment, on parle même d'organes, c'est un écosystème qui est à l'interface entre les nutriments, c'est-à-dire l'alimentation qui arrive, et la paroi intestinale, donc cet intestin qui lui-même est composé, vous vous rappelez, d'un système immunitaire. Donc on sent que cet organe, il va communiquer grâce à ce qu'il reçoit de l'alimentation avec l'intestin et avec tout ce qui compose l'intestin, le système immunitaire, les neurones de l'intestin dont on va parler, et on va voir comment, par ce système aussi nerveux, il peut communiquer avec d'autres organes. Donc, quels sont les effets du microbiote ? Ils sont multiples. L'effet de barrière, on en a parlé, c'est-à-dire ça va venir nous protéger en fait de certains pathogènes. Ça va permettre de synthétiser certaines vitamines. Ça permet aussi de récupérer de l'énergie parce qu'en fait, lorsque vos aliments qui n'ont pas été absorbés dans l'intestin grêle arrivent dans le côlon, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est comme une usine, hein. Les bactéries vont se nourrir de ce carburant qui arrive et va fournir certains éléments qui s'appellent notamment les acides gras à chaîne courte. Et ces acides gras à chaîne courte permettent d'avoir une action locale sur l'intestin, mais aussi à distance, puisque ça va être une récupération d'énergie. Donc ça permet de récupérer de l'énergie, ça permet de produire des molécules qui vont venir un peu comme une action de défense contre nos pathogènes. Ça permet d'aider à la cicatrisation, au renforcement de la perméabilité intestinale, parce que les cellules, entre elles, elles ont besoin d'être suffisamment serrées, mais pas trop serrées.
et ça va participer au développement et à la maturation du système immunitaire. Donc en fait, finalement, l'être humain est un homo sapiens en symbiose. Et la symbiose, c'est quoi? C'est une symbiose entre un hôte et ses microbiotes, et ça se construit dès la naissance. Parce que ce qui est intéressant, c'est que finalement, à la naissance, on est quasiment sans bactéries, et vous allez voir que dès l'accouchement, on va être colonisé par ces organismes vivants. Et on a besoin en fait de vivre en symbiose, puisque quand on voit des déséquilibres ou une altération de cette symbiose, c'est à ce moment-là que peuvent intervenir des maladies. Donc le microbiote, il va participer au système immunitaire et en fait, il va être reconnu comme une composante de nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on n'est pas en guerre contre nos bactéries intestinales. Peut-être certains le sont, et donc ça peut entraîner des maladies, mais normalement, en situation physiologique normale, on reconnaît ces bactéries comme si elles étaient nos propres bactéries, donc c'est le soi. Alors, comment se constitue ce microbiote? Donc ça, c'est assez incroyable, c'est-à-dire que ça commence dès les premières minutes de vie. Dès l'accouchement, la contamination va se faire par le passage de la filière génitale de la mère. Donc, lorsqu'on a un accouchement par voie basse, on va avoir une colonisation qui se fait par la filière génitale de la maman. Et donc, on va avoir accès par déglutition, en fait, au microbiote d'origine digestive et vaginale de la maman. Vous avez aussi la mise au sein. Je ne parle même pas de la lactation. Dès la mise au sein, en fait, le fameux colostrum, ce n'est pas stérile, hein. Donc, en fait, on a immédiatement une colonisation qui commence à se mettre en place. La lactation, l'allaitement également. Et on voit que les enfants qui n'ont pas été allaités n'ont pas tout à fait le même microbiote que ceux qui l'ont été. On voit que les enfants qui sont nés par voie césarienne n'ont pas le même microbiote que les enfants qui sont nés par voie basse. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a certains éléments positifs, négatifs, on va dire. Les éléments positifs, pour avoir une constitution d'un microbiote, on va dire, équilibré, diversifié, si on parle du type d'accouchement, sera pour ceux qui auront eu un accouchement plutôt par voie basse, pour ceux qui ont eu un allaitement maternel, et pour ceux qui n'ont pas eu de médicaments qui viendraient un peu altérer l'ensemble, comme des antibiotiques ou des antiacides qui peuvent modifier aussi la constitution du microbiote. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai accouché par voie basse et que je n'ai pas pu allaiter, j'ai fait des mauvais enfants? Non, hein, arrêtons, la culpabilité des mamans, ça va. Donc en fait, c'est juste que ça doit nous amener à réfléchir. En France, on n'est pas du tout dans une dimension médicale de la césarienne de confort, mais il faut savoir que dans certains pays, la césarienne est un peu décidée pour des raisons, par exemple, de travail, d'accès au travail, de facilité, on va dire, au niveau des hôpitaux. Donc, en France, ce n'est pas du tout ça, mais donc, ça montre bien que l'accouchement par voie basse est quand même à privilégier. Néanmoins, ce n'est pas parce qu'on a toutes les mauvaises cases qu'on a tout faux, parce qu'on le verra après, rien n'est jamais perdu. C'est-à-dire qu'on peut encore améliorer son microbiote, même à distance. Mais c'est quand même intéressant de voir comment ça se traduit au début. Parce qu'en effet, les différences de microbiote suivant le mode d'accouchement a des conséquences sur le système immunitaire, avec potentiellement un petit surrisque de terrain atopique, d'allergie, d'asthme, voire d'obésité et de diabète. Donc, on va dire les éléments positifs, c'est naissance à terme, par voie basse, allaitement maternel et pas d'antibiotiques, pas d'antiacides. Tout le reste, c'est plutôt négatif. Et c'est pour ça qu'on dit que finalement, les premiers jours de vie sont assez importants, mais on voit que ce n'est pas que l'accouchement, puisque jusqu'à 2-3 ans, c'est à ce moment-là
on va commencer à constituer vraiment sa propre signature de microbiote et après, ça bouge pas tellement. Alors, comment on peut faire? Vous voyez, tout va se jouer un petit peu au début, dans les premières années de vie. Donc, on a déjà parlé de l'accouchement, mais après, il y a aussi l'alimentation. L'alimentation dans les premières années de vie, ça va être primordial, en fait, de pouvoir amener de la diversité. Et on va voir que, finalement, pour avoir un microbiote plutôt favorable, ça veut dire qu'il soit diversifié, avec plein d'espèces bactériennes différentes. Ça veut dire avoir une alimentation, pareil, diversifiée, avec des fruits, des légumes. Donc c'est relativement simple. Alors c'est pas toujours facile de faire manger à des enfants des fruits et légumes, c'est vrai. Donc c'est pour ça que je dis, même si on n'a pas réussi les premières années, il y a toujours un après, on peut toujours faire mieux. On va essayer d'éviter ce qu'on appelle des troubles faits. Alors, c'est quoi ces troubles faits? Ça va être des facteurs qui viennent de l'extérieur. Donc, les antibiotiques, vous vous souvenez tous de la pub, les antibiotiques, c'est pas automatique. Alors, c'était pas pour le microbiote, mais en fait, ça marche très bien pour le microbiote. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous donnez des antibiotiques, forcément, vous détruisez la bactérie qui est en cause de la maladie, mais il y a toujours un impact quand même sur l'intestin. Donc, il y a un phénomène de résilience qui fait que quand on prend des antibiotiques, après, on revient à son état antérieur. Néanmoins, on peut penser que si on a eu des antibiotiques à répétition pendant la petite enfance, il va rester un peu une signature, finalement, de cette prise d'antibiotiques à répétition. Donc, aujourd'hui, les antibiotiques, ce n'est pas automatique, c'était pour éviter les résistances aux antibiotiques. Mais on a bien conscience que si on peut éviter, évidemment, quand on en a absolument besoin, il faut en prendre. Mais si un enfant a besoin d'antibiotiques, il faut qu'il en ait, évidemment. Mais il faut... beaucoup d'antibiotiques ont été donnés largement alors qu'il n'y avait pas de raison. La plupart du temps, une angine, c'est viral, il n'y a pas besoin d'antibiotiques. Donc, c'est vraiment... Maintenant, en tant que médecin, on doit faire attention à ce type de prescription, notamment dans la petite enfance. Donc, il y a des médicaments qui peuvent jouer, les antibiotiques. Il y a aussi des maladies qui font qu'à un moment donné, notre diversité, notre microbiote peut être altéré. Donc, on a ce microbiote qui va se mettre en place jusqu'à l'âge de 3-4 ans. Puis après, vous voyez, il y a une espèce de plateau, ce qu'on appelle la résilience, une forme de stabilité. Et puis, avec l'âge, en fait, on a plutôt une tendance à avoir une diversité qui diminue. Donc, avec l'âge, il faut faire attention parce que naturellement, notre microbiote a plutôt tendance à moins être enrichi. Donc, c'est peut-être à ce moment-là aussi où ça vaut le coup de faire attention à l'alimentation. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, finalement, ici, je ne sais pas combien on est, mais on est tous différents. On a tous un microbiote différent. Même si on avait mangé la même chose le midi, on aurait un microbiote complètement différent, puisque ça s'est joué très tôt dans la vie. Et donc, quand des fois, on essaye de classer, parce que pour nous, médecins, c'est quand même plus facile de dire lui, il est plutôt comme ça, lui, il est plutôt comme ça. Donc aujourd'hui, on n'arrive pas encore à bien classer le microbiote en bon entérotype. Mais je pense qu'à l'avenir, on saura mieux dire, voilà, vous avez plutôt cette grande famille de bactéries qui est plutôt positive, ou cela est un peu sous-dominant, peut-être qu'il faudrait faire autre chose. Mais donc, chaque individu est quand même très différent. Donc, on a vu le rôle du microbiote, donc barrière, digestion, récupération d'énergie, production de vitamines, maturation du système immunitaire. On a dit, les 3 premières années, c'est fondamental. Et maintenant, on va parler un petit peu plus santé, c'est-à-dire quel impact, en fait, finalement, pourrait avoir un microbiote qui est peut-être pas aussi équilibré. Peut-être que on va commencer à parler du mot dysbiose. Dysbiose, ça veut dire déséquilibre. Est-ce qu'il peut être une raison ou un des maillons qui pourrait expliquer certaines maladies? Il faut savoir que au cours des 20 dernières années, les maladies chroniques dans le monde ont explosé. Donc il y a certaines maladies dont l'incidence et la prévalence ne font qu'augmenter. Et donc on a le sentiment que l'explosion de ces maladies chroniques peut être liée à
des modifications de notre manière de nous alimenter sur les 50 ou 100 dernières années, de la sédentarité avec laquelle on vit, et aussi probablement de facteurs environnementaux qui sont liés aussi à ce qu'on mange, avec des produits qui sont extrêmement transformés, qui peuvent aussi probablement avoir un impact sur l'intestin. Donc, aujourd'hui, on voit que beaucoup de maladies sont en train de flamber. Et beaucoup s'intéressent justement à ce qu'on appelle cette dysbiose, donc on va dire une altération finalement entre ce dialogue qui doit se faire entre l'intestin et le microbiote et donc les organes. Et on va voir que certaines maladies, dans certaines maladies, notamment des maladies chroniques, on a de plus en plus d'éléments pour penser que l'intestin et notamment ce microbiote est un des maillons. Est-ce que c'est la cause? C'est difficile de dire, mais c'est un des maillons où il y a une altération. Dans ces maladies, vous avez ce qu'on appelle les MICI, les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, comme la maladie de Crohn. Vous avez l'intestin irritable. Vous avez la NASH, qui est une maladie, c'est le fameux foie gras, où on a trop de gras dans le foie. L'obésité. Alors, on pourrait se dire, l'obésité, c'est facile, c'est parce que les gens, ils mangent trop. Non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et vous allez voir que le microbiote est peut-être un des maillons avec un cercle vicieux qui fait que quelqu'un qui souffre d'obésité a beaucoup de mal à perdre du poids. Et donc, d'autres maladies qui pourraient paraître comme ça très éloignées, notamment des maladies neuropsychiatriques, voire des maladies très complexes comme les maladies du spectre autistique, où on a de plus en plus d'arguments pour penser que le microbiote pourrait être un des maillons. Je dis bien un des maillons, pas forcément la cause. Alors pourquoi? Parce que l'intestin, il est capable de communiquer avec d'autres organes. Et parmi ces organes, il y a le cerveau. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on a un deuxième cerveau? Et pourquoi on parle de deuxième cerveau? Alors déjà, on parle de deuxième cerveau parce qu'en fait, notre intestin est composé de neurones. Tout à l'heure, je vous ai parlé des 100 000 milliards de bactéries, ou 50 000 milliards. En fait, on a des millions de neurones dans notre tube digestif. Alors, ces neurones, ils forment entre eux des réseaux, comme dans le cerveau. Ces neurones, on en a absolument besoin. Et en fait, ça paraît bizarre comme ça, mais en fait, c'est normal qu'on ait besoin de neurones parce que notre intestin, il se contracte. Quand vous avez 6 mètres d'intestin grêle dans le ventre, plus 1 mètre de côlon, vous imaginez bien que s'il ne se contracte pas, les nutriments ne peuvent pas passer. Et d'ailleurs, parfois, vous le voyez, il y a certaines personnes qui, quand ils souffrent de l'intestin, ils voient leur intestin bouger. On voit le côlon qui bouge. En fait, c'est votre côlon, votre intestin grêle qui se contracte. Donc, on a besoin, de la même manière que là, je suis en train de bouger mon bras, je fais fonctionner mon système nerveux avec mes muscles. L'intestin, c'est pareil. Il y a des neurones, il y a des muscles. Et moi, par exemple, je m'occupe de malades qui ont ce qu'on appelle des myopathies et des neuropathies viscérales. Donc, c'est un intestin qui est paralysé. Donc, on a besoin absolument que nos neurones communiquent avec nos muscles intestinaux pour faire en sorte que, en fait, les nutriments passent tout au long du tube digestif. Sinon, ça passe pas. Donc, on a ces neurones qui sont connectés entre eux. Le problème, la différence entre ce que je suis en train de faire là où je contrôle avec mon cerveau, en fait, j'ai du mal à contrôler avec mon cerveau le péristaltisme intestinal. Je ne peux pas lui dire là, là, tu es gentil, mais t'arrêtes, tu ne bouges plus, parce que je suis en pleine conférence, donc ce n'est pas le moment. Parce que le pire, c'est qu'il va faire le contraire. Je sais ça. Vous le savez bien, quand on est stressé, vous voyez votre péristaltisme qui s'accélère, non? Ça dépend des personnes, vous allez me dire. Mais avant une conférence, vous sentez que votre estomac se contracte. Il y en a qui sont obligés d'aller aux toilettes. En fait, le cerveau, par un système nerveux, on va dire, autonome, ce n'est pas quelque chose que je contrôle. Il est capable d'envoyer le signal à notre tube digestif et se contracter. Donc déjà, ça, vous en avez parfaitement conscience, que quand vous avez un stress aigu, une anxiété, il va y avoir
un impact sur le tube digestif, plus ou moins important, ça dépend des personnes. Hein. Il y a des gens qui disent, moi, quand ça ne va pas, c'est le ventre qui parle. Bah oui, c'est une réalité en fait. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est que ça va aussi dans l'autre sens. Et c'est ça, c'est plus difficile à imaginer, mais néanmoins, c'est une réalité. Donc, en fait, au niveau de la barrière intestinale, donc cette barrière qui constitue l'intestin, donc avec les cellules qui sont les unes à côté des autres, en dessous, il faut imaginer que vous avez ces neurones, donc ces petits neurones qui sont entre eux et qui envoient, enfin qui sont entre eux, qui forment comme des réseaux, c'est ce qu'on appelle le système nerveux entérique. Ce système nerveux entérique est dit autonome parce qu'en fait, il se contracte tout seul. Ce n'est pas une contraction volontaire que je le fais avec le cerveau. D'ailleurs, quand on déconnecte complètement le cerveau de l'intestin, il peut continuer à se contracter. Mais en fait, il ne fait pas que ça. Parce que les neurones, en fait, ça produit des neuromédiateurs. Donc, ça produit des éléments chimiques qui vont avoir une action locale, mais qui peuvent aussi avoir une action à distance. Et donc, vous avez tous lu sûrement quelque part que c'est l'intestin qui sécrète le plus de sérotonine, et la sérotonine, c'est l'hormone du bonheur. Bon, encore faut-il que la sérotonine de l'intestin arrive au cerveau, ça, c'est encore autre chose. Mais en tout cas, c'est une réalité. Ces neurones sont capables de sécréter des neuromédiateurs, un tas de neuromédiateurs qui font que l'intestin, il fonctionne normalement. Si ça ne fonctionne pas normalement, on va le ressentir, l'intestin peut être paralysé, au contraire trop accéléré. Et en fait, ce système nerveux, il va fonctionner plus ou moins bien selon les éléments qui vont passer au niveau de la barrière. Et donc tout à l'heure, je vous parlais justement de cette nécessité d'avoir une interaction entre l'organe, on va dire microbiote, et la paroi intestinale. Le microbiote, il se nourrit de tout ce qui passe. Les bactéries vont produire certains éléments vont passer la barrière intestinale. Alors, il y a des choses positives qui vont passer, et il peut parfois que des choses qui ne soient pas positives passent la barrière intestinale et viennent un peu irriter ces neurones de l'intestin. De la même manière que ça peut venir entraîner une cascade inflammatoire et irriter le système immunitaire. Et c'est pour ça que ce qu'on appelle la perméabilité intestinale est très importante, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que tout passe. Et si la perméabilité intestinale n'est pas parfaite, n'est pas très bonne, ça va laisser passer éventuellement des éléments qui auront été produits par exemple par les bactéries, qui ne devraient pas passer et qui pourraient entraîner des altérations du fonctionnement de nos neurones ou de notre système immunitaire. Donc parfois vous allez entendre l'expression intestin poreux, intestin trop perméable. Mais en fait, c'est ça, c'est quand les cellules, entre elles, ne sont pas assez jointes et laissent passer des éléments qui peuvent venir entraîner des altérations derrière. Et donc ça, c'est un schéma qui a été fait par une unité INSERM et qui permet de montrer comment, à partir de l'intestin, quelles sont les voies de communication entre l'intestin et les autres organes, dont le cerveau. Et on voit que les voies de communication sont multiples. Alors, il y a une première voie qui est très simple, qui est, donc vous avez le microbiote, donc les bactéries de l'intestin qui vont produire des métabolites. Quand, dans toute usine, on produit forcément des déchets, mais des éléments positifs et des métabolites qui éventuellement ne devraient pas passer. Donc, ces métabolites, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils peuvent soit ne pas passer, soit passer la barrière intestinale et venir stimuler directement les cellules immunitaires, et donc parfois ça va venir altérer le système immunitaire. Parfois ça va venir modifier le travail des cellules endocrines parce que l'intestin est capable de produire des hormones. Et puis il est capable de venir altérer le fonctionnement des neurones de l'intestin, sachant que le système finalement nerveux communique avec notre cerveau par le système vague, où en fait on a vraiment
une communication entre le cerveau et le tube digestif. Donc on a plein de voies de communication qui font que, par exemple, on va avoir des modifications de certaines hormones, donc ça on va le voir dans le sang, mais ça peut être le système immunitaire, le système neuronal directement. Et donc ceci explique que aujourd'hui, on voit que des modifications de notre microbiote intestinal, ou plutôt une altération finalement de ce dialogue entre notre microbiote et l'hôte, peuvent avoir un impact sur des organes à distance, dont le cerveau. Et on voit comme ça que on peut avoir des modifications du contrôle de l'appétit, du contrôle de la satiété. Mais aussi, on peut voir certaines zones du système nerveux central qui commandent la douleur, qui sont tout le temps, en permanence, altérées par le fait que cette communication envoie des signaux douloureux. Donc on va avoir des productions, des modifications de l'activation de certaines zones du cerveau par des modifications en fait de cette interaction entre le microbiote et l'intestin. Dans l'autre sens, on le sait tous, on l'a tous ressenti un jour, que le cerveau, le stress notamment, peut aussi avoir un impact sur le fonctionnement de l'intestin. Donc juste un petit mot sur les hormones, parce que c'est quelque chose que, en général, les gens connaissent très mal. L'intestin est un organe qu'on appelle endocrine. En fait, pour pouvoir s'alimenter normalement et pour pouvoir contrôler la prise alimentaire et la satiété, on a besoin de la production d'hormones à certains temps de l'alimentation et de la digestion. Et ces hormones peuvent avoir un impact à distance sur d'autres organes, comme le métabolisme du gras, comme l'os, comme le foie. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on s'intéresse de plus en plus au microbiote et les maladies hépatiques, mais aussi la fonction cardiaque et toutes les sécrétions hormonales. Alors, est-ce qu'il faut s'intéresser au déséquilibre, aux dysbioses ? Alors, le dysbiose, c'est quoi ? En fait, dysbiose, on va dire, au début, on considérait que c'était un déséquilibre entre ce qu'on appelle des bactéries protectrices et celles qui seraient plutôt délétères. Et puis rapidement, on s'est rendu compte que peut-être qu'il fallait plus parler de perte de la diversité. Ça, c'est un mot qui est très important. On se rend compte que finalement, dans beaucoup de maladies chroniques, la première anomalie que l'on rencontre lorsqu'on analyse le microbiote, c'est une perte de la diversité. Comme si tout d'un coup, en fait, on a trop de tout le temps les mêmes familles. Donc il vaut mieux avoir plein de familles, des grandes familles avec plein de gens très différents, que un seul type, vous voyez, d'espèces bactériennes. Et puis en fait, aujourd'hui, on va plutôt parler de dysbiose quand finalement il y a une altération entre l'équilibre de ces bactéries et en fait les interactions avec l'autre. C'est vraiment cette symbiose qui est altérée. Et donc ça pourrait vraiment être une des sources d'augmentation de certaines maladies chroniques. Et donc là, je vais vous donner quelques exemples. Des exemples qui sont très loin de la gastro-entérologie. Donc par exemple, aux États-Unis notamment, on s'est rendu compte qu'il y a une explosion du nombre de nouveaux patients diagnostiqués avec des maladies du spectre autistique. Donc, c'est des maladies qui, très souvent, sont associées à des troubles digestifs. Constipation, ballonnement, parfois altération, diarrhée, constipation, douleur abdominale, reflux. Donc, on sait que dans ces maladies, parfois, il y a des troubles digestifs très sévères. Et donc, il y a beaucoup de chercheurs qui s'intéressent à ce sujet-là aujourd'hui, qui est en pleine explosion. Aussi probablement parce que c'est mieux diagnostiqué, mais néanmoins on a l'impression qu'il y en a plus qu'avant. Et donc il y a eu des premiers éléments qui montraient qu'il y avait une différence du microbiote avec une espèce bactérienne un peu particulière qui avait tendance à produire certains métabolites qui sont négatifs pour le cerveau. Et ça, c'est pour vous montrer un type d'expérience que parfois font les chercheurs pour essayer de mieux comprendre. Donc ils ont pris des animaux
auxquels ils ont réussi à faire développer un comportement qui peut ressembler à un comportement dit autistique. Donc, c'est des comportements stéréotypés avec une diminution des interactions sociales. Et ils étaient contents parce qu'ils se sont dit, tiens, ça peut ressembler à l'autisme parce qu'il y avait en effet chez ces animaux-là un microbiote qui était différent, avec une perméabilité intestinale qui était augmentée. Et donc, ils ont essayé de rétablir la perméabilité intestinale en donnant des bactéries qui semblaient intéressantes. C'est-à-dire que là, on est dans le traitement, c'est-à-dire essayer de donner une bactérie protectrice, avec un effet qui est connu pour être anti-inflammatoire digestif. Alors, ce qui était intéressant dans cette expérience, c'est qu'il y avait une amélioration de la perméabilité, donc un renforcement. Au niveau des comportements stéréotypés de l'animal, on avait clairement une amélioration, mais il n'y avait pas d'effet sur les interactions sociales. Donc ça, c'est pour vous montrer, c'est un exemple de type de recherche que, voilà, quand on essaye d'aller vers une maladie, on essaye d'aller vers un modèle animal pour tester des hypothèses, avant évidemment de tester chez le sujet sain puis malade ce type d'hypothèse. Mais on a de plus en plus d'études. Il y a une étude assez récente qui continue de travailler dessus avec vraiment des éléments assez forts pour penser que le microbiote intestinal dans certaines maladies du spectre autistique a un rôle pivot dans l'aggravation en tout cas de la maladie. Et donc l'idée, ça serait à terme de trouver l'alimentation ou le ou les probiotiques qui pourraient essayer de faire en sorte que la maladie s'aggrave moins. Maladie de Parkinson, pareil, c'est très loin de la gastro-entérologie. On sait que dans la maladie de Parkinson, qui est une maladie où en fait on va avoir des troubles moteurs avec une difficulté à la marche, un ralentissement de plus en plus important, on a clairement un trouble de la motricité. Et les neurologues connaissent très bien cette maladie. Ils savent quel type d'anomalie on peut retrouver au niveau du cerveau, notamment au niveau de la substance noire. Mais c'est vrai que quand on interroge les patients, on voit qu'il y a beaucoup de troubles digestifs aussi dans la maladie de Parkinson, avec parfois une constipation sévère, des blocages, comme si en fait l'intestin il avait un petit peu aussi les mêmes troubles moteurs que la personne qui souffre de Parkinson. Et donc ce qui est extraordinaire, c'est que vous avez des équipes, et là, franchement, je pense qu'on peut se féliciter, c'est des équipes françaises, avec notamment Michel Nunlist à Nantes, qui a beaucoup, beaucoup travaillé sur le sujet. Lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a regardé chez des patients qui souffraient de maladie de Parkinson. Il a appelé ses collègues gastro-entérologues, il a dit est-ce que vous pouvez faire une coloscopie, faire une biopsie pendant la coloscopie, et moi, je vais analyser la paroi du côlon. Il a analysé la paroi du côlon avec des méthodes de recherche. Et en fait, ce dont il s'est rendu compte, c'est que les neurones du côlon présentaient les mêmes anomalies que les neurologues décrivent au niveau du cerveau. Et donc, une des questions qu'on peut se poser aujourd'hui par rapport à la maladie de Parkinson, même, c'est est-ce que la maladie de Parkinson, avec les troubles digestifs, ne serait pas une sorte de Parkinson digestif ? Aujourd'hui, on sait que quand on fait un diagnostic précoce de maladie de Parkinson, c'est plus favorable, sauf qu'on ne va pas faire de biopsie cérébrale. Par contre, de faire une biopsie colique lors d'une coloscopie, c'est beaucoup plus facile. Et donc, Michel Nunlist a écrit un article qui est très joli parce que le titre, c'est « Et si l'intestin était une fenêtre ouverte vers le cerveau ?» Et je trouve que c'est assez beau parce qu'en fait, ça montre les perspectives que aussi l'intestin peut avoir en termes de diagnostic potentiel dans des maladies qui, au départ, ne semblent pas être des maladies gastro-entérologiques. Mais vous voyez, c'est des perspectives. On n'y est pas encore, mais on n'est pas loin. Microbiote et poids, un petit mot, parce que c'est vrai qu'on parle souvent d'obésité et on avait une discussion vendredi avec une experte de l'obésité. Vous savez que l'obésité, on parle de pandémie. Alors en ce moment, la pandémie, c'est un mot qu'on utilise beaucoup. Normalement, c'est plus pour les virus. Donc on va dire qu'il y a beaucoup de personnes qui souffrent d'obésité et de plus en plus. Et souvent, on se dit, c'est facile, ils ont qu'à moins manger. C'est pas si simple en fait. C'est pas si simple parce qu'il peut y avoir une petite prédisposition génétique.
on sait qu'en effet, l'alimentation est un facteur majeur, la diminution de l'activité physique aussi, mais et si le microbiote intestinal intervenait? Vous vous rappelez, tout à l'heure, je vous disais que le microbiote intestinal, ça permet de récupérer de l'énergie. Mais ici, chez eux, ça récupérait plus que chez les autres. Et donc, les chercheurs, parce qu'il n'y a quand même que des chercheurs qui peuvent penser à des trucs pareils, se sont dit, bah tiens, et si on s'amusait à prendre les bactéries d'une personne qui souffre d'obésité, on l'administra à une souris qui n'a pas de microbiote, et on voit ce qui se passe. Et on prend les bactéries de quelqu'un qui est mince, on le met à une souris sans microbiote, et on voit ce qui se passe. Eh bien, la souris qui a reçu le microbiote du sujet qui souffre d'obésité, bah, elle devient grosse. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ce microbiote, il y a des éléments, des signaux qui entraînent des modifications, peut-être de la prise alimentaire, peut-être de la récupération énergétique, mais il se passe quelque chose au niveau du microbiote qui fait que cette souris, alors qu'on ne lui a rien demandé, qu'elle n'était pas prédisposée, elle devient grosse. Donc aujourd'hui, il y a une vraie réflexion sur... on sait que l'alimentation, c'est le facteur qui vient décompenser l'ensemble. Une alimentation qui, souvent, au départ, est grasse, pauvre en fibres, peu diversifiée. Quand on analyse le microbiote des patients qui souffrent d'obésité, on voit qu'il y a une diminution de la diversité, clairement, avec des espèces bactériennes qui sont modifiées. Et on peut se poser la question si, justement, le fait d'avoir ces modifications du microbiote n'entraîne pas une espèce de cercle vicieux où, à l'intérieur, va y avoir une stimulation du système immunitaire et notamment une inflammation qui va se mettre en place avec des conséquences sur les autres organes qui expliquent qu'aujourd'hui, une des principales causes de maladie du foie, c'est ce fameux foie gras dont on parle parfois, c'est quand même les personnes prédisposées sont les personnes qui souffrent d'obésité. Et donc le microbiote pourrait être un des vecteurs qui favorise en fait l'inflammation et l'accumulation de gras dans le foie. Donc il y a des personnes qui souffrent d'obésité qui vont avoir cette espèce de cercle vicieux avec une inflammation, des répercussions sur le foie, des répercussions sur le muscle, le diabète qui s'installe. Et donc le microbiote pourrait être un des maillons. Ça va tellement loin aujourd'hui, la recherche dans ce domaine, qu'il y a une équipe belge, justement, c'est l'équipe de Cani, qui est en train de mettre au point une bactérie protectrice pour essayer d'amener de la diversité et surtout d'essayer de casser ce cercle vicieux chez les patients qui souffrent d'obésité pour aider en fait à la perte de poids. Maladie digestive, donc là c'est un peu plus mon domaine quand même. Donc l'intestin irritable. Bon, l'intestin irritable, ici je ne sais pas combien on est, mais de toute façon je suis assez tranquille. Parmi vous, je sais qu'il y a au moins 10 ou 20% qui souffrent de ce qu'on appelle colopathie fonctionnelle, intestin irritable, colite spasmodique, tout ça c'est la même chose. Alors pour le gastro-entérologue, c'est une plaie. C'est notre plaie en fait. Parce qu'en fait, vous venez nous voir, vous nous dites que vous souffrez, et vous souffrez. Vous avez mal au ventre, vous ne savez pas quoi manger, vous avez des troubles du transit. Mais en fait, il n'y a rien qui marche. On n'arrive pas à vous soulager. Et pendant longtemps, on a dit aux gastro-entérologues, laisse tomber, de toute façon, il n'y a rien à faire, tout est dans la tête. Et en plus, pas de chance, c'est plus fréquent chez la femme. Donc, moi, quand j'ai fait mes études, c'était 90% de gastro-entérologues, c'était des hommes. Donc, le but, c'était quand une femme arrivait en disant « j'ai mal au ventre », ouais, bon, laisse tomber, va voir la psy, quoi. Bon, donc, maintenant, ça change. Les gastro-entérologues, il y a beaucoup de femmes. Enfin, globalement, en médecine, il y a beaucoup de femmes. Et en fait, on sait que c'est une vraie maladie. Ça ne veut pas dire qu'on sait mieux la traiter, mais on sait que c'est une vraie maladie. Et donc ça change tout quand même. C'est une vraie maladie parce qu'il y a des modifications, justement des altérations du microbiote. Il y a des modifications même au niveau du système immunitaire où parfois on voit une micro-inflammation. Il y a probablement des modifications de la perméabilité intestinale qui font qu'il y a certains métabolites qui passent, qui viennent stimuler la douleur. Et il y a surtout ce qu'on appelle une hypersensibilité viscérale. C'est-à-dire que
la douleur, elle est dans la tête, mais pour de vrai, en fait. C'est-à-dire que le cerveau s'allume vraiment. Et donc, il y a eu des expériences qui ont été faites qui consistent à un truc pas très drôle, qui est de mettre un ballon dans le rectum, au début dégonflé, et puis on le gonfle progressivement. Et à un moment donné, quand on sent, et on dit « stop, j'ai mal ». Eh bien, en fait, il y a eu un traitement, une expérience comme ça qui a été faite, où les personnes qui souffrent d'intestin irritable, il n'y a pas besoin de gonfler beaucoup le ballon pour qu'elles disent « stop, j'ai mal ». Alors, on pourrait dire « ouais, c'est des douillets ». Non, parce qu'en fait, on a fait des IRM fonctionnels à ces patients dans le même temps, et il y avait vraiment une douleur qui apparaissait. Donc, ça veut dire qu'en fait, une personne qui souffre d'intestin irritable, la douleur, oui, elle est dans la tête, mais en fait, elle est surtout réelle. Donc, en fait, on a cet axe intestin-cerveau, avec ce système vague qui est peut-être trop stimulé, qui fait qu'il envoie des signaux douloureux au cerveau, alors que l'intestin n'est pas forcément très gonflé, très distendu. Donc, pour des distensions minimes, il va envoyer des signaux douloureux. Donc les patients, c'est probablement donc vraiment un trouble finalement de cet axe intestin-cerveau qui est perturbé, avec hélas peu de traitement. Donc aujourd'hui, il faut accepter que c'est une maladie chronique, mais qu'il va falloir jouer sur différents aspects, parce qu'il n'y aura pas de médicaments qui vont guérir ça. Mais comme c'est un axe qui est complexe avec plein de possibilités, bah ça veut dire qu'il faut aussi aller chercher en dehors de ce que l'on sait, nous, médecins, faire. C'est-à-dire que tout ne doit pas passer par le médicament. Et donc, il y a l'alimentation. Alors l'alimentation, certains patients détectent les aliments qui sont positifs ou négatifs. Et quand on a un intestin irritable, alors on dit oui, il faut manger des fibres pour éviter la constipation. Sauf que quand on a un intestin irritable, quand on mange beaucoup de fibres, eh ben on fermente beaucoup, on est distendu et on a super mal au ventre. Donc, ce n'est pas si simple que ça, en fait. Donc, oui, on va essayer de lutter contre la constipation, mais on va aussi essayer de voir si dans les aliments, certains aliments ne sont pas trop fermenteurs, c'est-à-dire ne vont pas entraîner trop de production de gaz, parce qu'on sait que cette hypersensibilité viscérale va faire qu'à la moindre distension, on va avoir mal au ventre. Donc, on va essayer d'éviter des aliments qui, potentiellement, sont très fermenteurs. Est-ce qu'il y a d'autres possibilités ? Est-ce que c'est des traitements alternatifs ? Ce n'est pas le bon terme, c'est des traitements complémentaires. Aujourd'hui, il faut accepter qu'il y a des choses qui marchent, qui ne sont pas de l'ordre du médicament. Et donc, on se rend compte... et on a de plus en plus d'études qui montrent que l'hypnose, par exemple, peut marcher chez des patients qui souffrent d'intestin irritable. Pourquoi ? Parce que probablement, on joue sur cet axe intestin-cerveau, avec le système vague notamment. Donc, on peut être sensible à l'hypnose. Est-ce qu'il y a d'autres choses ? Nous, c'est les études. S'il n'y a pas d'études, on ne peut pas vous dire que ça marche ou ça ne marche pas. Il y en a qui ont fait des études, par exemple, sur le yoga. S'il y a une étude, voilà. Et donc, qu'est-ce que montre le yoga ? Alors, ce n'est pas n'importe quel yoga. C'est celui-là, là. Il faut être hyper souple. Il faut y aller. Mais ça a l'air de marcher. Est-ce que l'ostéopathie viscérale peut marcher ? Il y a des travaux qui montrent que ça peut avoir un effet positif, mais parfois c'est transitoire. Donc, vous voyez, c'est juste pour vous dire qu'aujourd'hui, il faut quand même qu'on commence à avoir une vision un peu plus globale, holistique, et savoir se faire aider aussi d'autres thérapeutiques, non pas alternatives, mais complémentaires, qui peuvent beaucoup nous aider. Et puis, l'autre jour, j'ai un patient qui est venu avec ça. Il dit, docteur, j'ai fait un bilan de mon microbiote. Il était trop fier, quoi. Bon, il a payé 250 €, non remboursé par la Sécu, parce que c'est un business, le microbiote. C'est devenu un business. Parce qu'évidemment, quand on voit l'engouement, et on voit bien que les gens, ils veulent comprendre, et surtout, ils veulent qu'on les soigne. Il n'y a pas que... Voilà. Et donc, c'est un patient qui me dit, voilà, moi, j'ai trop mal au ventre, vous m'avez dit, c'est mon microbiote, voilà, je l'ai fait, l'analyse du microbiote. Parce que moi, je lui avais dit, non, il n'y a qu'en recherche qu'on peut le faire. Non, en fait, maintenant, il y a des startups dans le monde entier, vous envoyez vos selles. C'est comme les
les kits pour l'ADN, hein, voilà, vous pouvez faire l'ADN de vos selles. Le problème, c'est que voilà, moi j'ai ça. Mais qu'aujourd'hui, je ne peux pas en fait dire de manière individuelle, de manière précise, individuelle, en regardant le microbiote d'une personne, qu'est-ce qu'il faut faire pour le moduler. Donc aujourd'hui, c'est ça qui nous manque encore. Nous, en tant que médecins crédibles, je veux dire, après, on peut faire ce qu'on veut. Il y en a qui font vraiment du business avec ça. Il y a des cliniques qui se sont ouvertes, qui vous font faire le microbiote. Alors, pas en France, mais en Suisse, il y en a pas mal. Et en fait, sur l'analyse, ils vont vous dire, voilà, vous prenez ça, tel probiotique, tel médicament, tel machin, tel truc et tout. Donc, mais je pense que dans les années à venir, on arrivera beaucoup plus à traiter de manière individuelle. Aujourd'hui, c'est encore un peu tôt. Donc, si vous faites ces analyses-là, j'ai peur que en fait, vous ne trouviez pas la réponse en face, forcément, mais je pense que ça va venir. Donc aujourd'hui, la Société savante de gastro-entérologie dit que pour l'instant, on ne peut pas le promouvoir, nous, en tant que test individuel, parce que, en fait, on ne sait pas trop comment moduler les choses. Sauf que, en face, vous avez un grand chercheur qui est un des pionniers au monde à avoir testé justement, à avoir participé à l'analyse du génome de l'intestin, qui s'appelle Dusko Ehrlich. Donc, il n'est pas du tout médecin, il est chercheur. Lui, il dit, là, j'arrive pas à lire, c'est trop petit, mais il dit, en tant que pionnier de la science du microbiote humain, je recommande vivement à toute personne qui peut se le permettre de faire le test dès aujourd'hui. Voilà. Donc, vous voyez, aujourd'hui, il y a une espèce de combat entre certains chercheurs. Alors, ce que je vous dis pas, c'est que lui, il a créé la boîte qui fait l'analyse du microbiote, mais on n'est pas loin, je pense qu'on n'est pas loin, mais pour l'instant, c'est vrai que si vous faites ces analyses-là, on n'est pas sûr de trouver la bonne réponse. Alors, est-ce que quand même on peut agir en cas de déséquilibre? Parce que c'est ça le but, c'est de pouvoir agir et se dire, mais est-ce que je peux faire mieux? Alors déjà, est-ce qu'on peut moduler le microbiote? Parce que tout à l'heure, je vous disais, il y a quand même un phénomène de résilience qui fait que notre microbiote reste relativement stable, même en cas d'agression. Alors, il y a plusieurs méthodes qui vont de l'extrême, c'est-à-dire je change tout, à j'essaye de moduler par l'alimentation. Donc, on va faire tous les extrêmes. Alors, ceci, c'est l'extrême de l'extrême. C'est ce qu'on appelle, alors, comment on pourrait dire ça? La transplantation du microbiote fécal. Il y en a qui l'appellent la greffe fécale, c'est plus parlant. C'est quoi en fait? On prend les selles de quelqu'un qui va bien, on en fait une petite émulsion, et comme on n'est pas des sauvages, on ne le fait pas boire. On peut, lors d'une coloscopie, parce qu'on est gastro-entérologue, l'administrer. On peut mettre aussi une sonde nasogastrique, c'est-à-dire une sonde qui va dans le nez jusque dans l'estomac, et on met ce qu'on appelle le transplant. Alors, évidemment, on préfère la solution où on prend des selles qui ont été comme ça liquéfiées, qu'on met au congèle, tac, 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 et on fait des pilules et on avale la pilule. Bon, ça reste quand même des selles. Alors, est-ce que ça a un intérêt? Bon, en fait, oui, ça a été une révolution dans une situation particulière. C'est ce qu'on appelle la colite à Clostridium difficile. Donc, qu'est-ce que c'est que ce truc? La colite à Clostridium difficile, il arrive parfois, notamment lorsqu'on a pris des antibiotiques, qu'une bactérie pathogène prenne le dessus. C'est le Clostridium difficile. Mais ce n'est pas le Clostridium difficile le problème, c'est la toxine qu'elle produit. Cette toxine peut entraîner des altérations du côlon. Là, les trucs blancs que vous voyez, c'est des ulcères au niveau du côlon. Mais au point où, en fait, ça peut entraîner des complications très graves. Donc ça, c'est quelque chose que nous, on n'aime pas du tout à l'hôpital, parce que par définition, à l'hôpital, les gens reçoivent beaucoup d'antibiotiques parce qu'ils sont malades, et ils sont souvent fragiles. Et donc, cette toxine à Clostridium difficile,
en plus, c'est difficile de s'en débarrasser parce que le plus souvent, elle a été induite par des antibiotiques. Donc nous, quand il y a une bactérie pathogène, la seule chose qu'on sait faire, c'est donner des antibiotiques. Donc en fait, très souvent, quand on a une colite à Clostridium difficile, on donne un antibiotique particulier pour essayer de faire disparaître cette bactérie, mais souvent, elle revient. Et donc là, c'est la grosse galère. Moi, j'ai passé 3 mois aux États-Unis pour travailler sur un projet. La première chose quand je suis arrivée à l'hôpital aux États-Unis, on m'a donné une plaquette sur comment traiter les patients qui avaient une colite à Clostridium difficile, tellement c'était la hantise. Donc c'est vraiment une infection qui peut être extrêmement grave. Donc comme c'est une bactérie qui finalement est induite par des antibiotiques et que quand on donne des antibiotiques, des fois ça revient, il y en a un qui s'est dit mince, et si on faisait de la transplantation fécale, c'est-à-dire si on inondait l'intestin de plein de bactéries différentes. Et donc, pour la première fois, on a un traitement qui est efficace à 90% dans cette maladie-là. Le fait d'inonder l'intestin avec plein de bactéries différentes, on rétablit ce qu'on appelle l'effet barrière. Et donc, cette bactérie n'est plus dominante et elle disparaît. Donc ça a été une révolution. Donc ça a été publié dans le plus gros journal de médecine qu'on ait, nous, c'est New England Journal of Medicine. C'est un impact factor énorme. Et donc, ça a été une révolution. Bon, on n'a rien inventé, parce qu'au 5e siècle, il y avait déjà des gens qui donnaient ce qu'on appelait la soupe jaune. Devinez ce que c'était. Donc, aujourd'hui, la greffe fécale, on se pose la question dans d'autres maladies, puisqu'on se dit, en fait, ça marche dans la colite à Clostridium difficile. Est-ce que ça ne pourrait pas avoir un intérêt dans les maladies dont on m'a dit que le microbiote, c'est un des éléments? Et pourquoi on n'essaierait pas dans l'obésité? Et pourquoi on n'essaierait pas dans l'autisme? Et pourquoi? Parce que d'abord, il faut toujours se dire, il y a des études. On a besoin d'études avant de se lancer. Il faut savoir que si vous allez sur Internet, vous allez avoir la recette pour faire la greffe fécale chez vous. Enfin, c'est pas compliqué. Il faut un mixeur, tout ça, c'est dégueu. Mais en fait, n'oubliez pas une chose. Aujourd'hui, la transplantation fécale en France est extrêmement réglementée. C'est considéré comme un médicament. La seule indication retenue en France, c'est la colite à Clostridium difficile. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si vous prenez les selles de votre conjoint, que vous pensez être quelqu'un d'extraordinaire et qui n'est pas malade, qu'est-ce qui vous dit que lui, son microbiote à lui, il ne contient pas quelque chose qui pourrait, dans 10 ans, entraîner autre chose? Voilà. Aujourd'hui, on a eu les premiers décès aux États-Unis suite à la transplantation fécale. Parce que, en fait, ce n'est pas stérile, par définition. Il peut y avoir des organismes vivants qu'on n'a pas détectés, et notamment certains virus, pourquoi pas des prions. Donc aujourd'hui, c'est extrêmement réglementé. Un donneur en France, il nous faut 10 dons, entre guillemets, pour en avoir un de bon. Parce qu'on va en fait tester, on va vérifier que le donneur n'est pas porteur lui-même d'organismes pathogènes. Donc non, ne le faites pas chez vous. Et si vous demandez à votre médecin la transplantation fécale, ce qu'il pourra vous dire, c'est que aujourd'hui, on le réserve à une maladie où ça a été prouvé qu'il y a un intérêt. Mais il y a des études en ce moment dans les MICI, les rectocolites hémorragiques notamment. Dans l'autisme, il y a une étude mais qui devrait débuter. L'obésité, le syndrome métabolique, il y a des éléments qui peuvent être positifs. Donc pour l'instant, on est vraiment au stade, mais très, très, très préliminaire. Mais vous voyez, c'est des réflexions qu'on se pose. Mais est-ce qu'on ne peut pas faire plus simple, en fait? Déjà, nous, en tant que bien portants ou non bien portants. On voit bien que le microbiote, on a dit, le mot-clé, c'est quoi? C'est diversité, c'est essayer d'éviter finalement ce qui est plutôt pathogène. Donc déjà, il faut savoir que l'ingestion de bactéries vivantes, bénéfiques pour la santé, c'est pas récent. On n'a rien inventé. En fait, tout ce qui est autour de la fermentation, le kéfir, tout ça, c'est très ancien en fait. Et en fait, il y a ce monsieur, Elie Metchnikoff, qui avait vu que dans
certains pays qui consommaient beaucoup de yaourts fermentés, il avait l'impression qu'en fait, ils étaient en meilleure santé que les autres. Et donc, c'est comme ça que c'est un des premiers qui a fait l'hypothèse que certaines bactéries étaient positives pour la santé. Et donc, c'est lui qui avait promu le yaourt et les produits fermentés. Et donc, ça, c'est en fait un peu le début de cette notion de et si on donnait des probiotiques. Vous voyez, le microbiote, antibiote, et là, on est dans le pro, c'est-à-dire les organismes vivants positifs. Donc, les probiotiques pour la vie, il y en a plein, en fait. Donc, c'est des bactéries. Donc là, vous voyez des images de lactobacillus ou de bifidobacterium, donc c'est des formes un peu différentes. Donc, c'est des micro-organismes vivants dont la consommation en quantité suffisante a des effets bénéfiques chez l'hôte. Donc, l'hôte, c'est nous. Donc ça veut dire que ça a dû être prouvé. Donc ça veut dire que normalement il faut des études, mais en fait il faut aller juste un petit détail. Parce que quand vous allez en pharmacie ou en parapharmacie, des probiotiques, il y en a plein en fait. Et on va vous dire, tiens, ça c'est bon. C'est bon pourquoi en fait? Parce que toute maladie est différente. On est tous différents, on a tous un microbiote différent. Donc, qui me dit qu'il me faut le lactobacillus CG4212 parce qu'en fait, le lactobacillus, c'est un genre. Et en fait, ce qui compte, c'est jusqu'à la souche qui a été testée lors d'une étude. Donc, quand parfois un laboratoire vient nous voir en disant « Moi, mon probiotique, il est bien pour l'intestin irritable », nous, en tant que médecins, si on fait bien notre boulot, on va vérifier sur l'article la souche qui a été testée, les quantités qui ont été testées et voir si vraiment ça a été positif. Souvent, quand vous allez en pharmacie, les probiotiques, en fait, dedans, vous en avez des fois plusieurs souches différentes avec des milliards de bactéries. Est-ce qu'il faut 10 milliards, 20 milliards, 50 milliards? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est est-ce qu'il y a une étude qui a testé ça. Et donc, les probiotiques, c'est souvent soit associé à des compléments alimentaires, soit c'est des aliments qui sont supplémentés. Donc, comme on ne peut pas tout savoir, en fait, il existe en fait des experts qui se réunissent régulièrement et qui analysent en fait toutes les études et qui, dans des maladies particulières, nous disent telle souche, elle est bien. Et donc, je vous montre un peu comment c'est. Là, par exemple, dans l'intestin irritable, vous voyez les noms des souches avec SSC 001, machin. Donc, ça montre bien qu'ils sont allés vraiment dans le détail de la publication scientifique pour voir si, en fait, tel ou tel élément est vraiment positif ou pas. Donc, en fait, ce que je veux vous dire, c'est qu'il n'existe pas un probiotique qui peut marcher pour tout. C'est pas possible. Et en fait, le médecin, le problème, c'est qu'il ne peut pas tout savoir non plus, le pharmacien non plus. Donc, il faut vraiment s'assurer que ce qu'on nous vend, ça a vraiment été testé et c'est vraiment favorable. Donc, il n'y a pas de probiotique capable d'avoir tous les effets. Et parfois, en plus, quand il y a des combinaisons de probiotiques, est-ce que l'un va annuler l'autre? On ne sait pas. Donc, c'est vraiment... faut faire attention. Maintenant, dans l'intestin irritable, ça fait partie des maladies où certains probiotiques, en effet, montrent un intérêt, notamment sur la douleur ou sur les ballonnements. Et c'est quoi les prébiotiques? On va loin. Les prébiotiques, c'est ce qui va nourrir en fait les bactéries. En fait, c'est l'engrais, on va dire. Nos bactéries, quand vous allez en prendre comme ça de manière massive, il faut bien que vous allez me dire, elles s'alimentent déjà avec ce qui arrive dans le tube digestif. On peut en donner encore plus. On peut les aider à bien s'alimenter. Donc, c'est des ingrédients alimentaires qui ne sont pas assimilables et qui vont avoir un effet bénéfique en stimulant en fait certaines bactéries. Donc, ça va venir aider certaines bactéries à se développer. Donc, maintenant, il y a même des compléments alimentaires qui contiennent les pré- et les probiotiques. Ouais, mais si on faisait tout nous-mêmes, quoi. Je veux dire, voilà. Bon, il y a peut-être des pharmaciens, mais on a besoin des pharmaciens. Mais on peut aussi essayer avec l'alimentation. Les mots-clés, c'est diversité. Qui dit diversité
dit on a besoin d'une alimentation, voilà, faut pas manger tous les jours la même chose. Mais ça, ce qui va aider nos bactéries, c'est les fibres en fait. Richesse en fibres. Et puis on peut, en fait, dans l'alimentation, il y a des pro et des prébiotiques naturellement en fait. Donc on peut aussi s'aider comme ça. Donc il y a voilà, ce qu'on peut acheter dans le commerce, qui peut aider aussi. Je ne dis pas que moi je prescris régulièrement des probiotiques. Mais il y a aussi dans l'alimentation. Alors cette histoire, elle est assez drôle. Le truc là, c'est du kéfir. Alors vous savez peut-être ce que c'est, mais moi je ne savais pas jusqu'au jour où un patient est venu avec une petite boîte et il m'a donné le truc là. Et moi je ne savais pas quoi dire, donc j'ai dit merci. Et puis j'en ai parlé à mes collègues, ils m'ont dit « Mais tu te rends pas compte, c'est de l'or, c'est du kéfir !» D'accord. Bah ouais, en fait, c'est du Lactobacillus acidophilus quand même. Et c'est super bon pour la santé. Probiotique pur, quoi. Voilà. Donc, je remercie encore ce patient, parce qu'on peut le cultiver, comme ça ne s'arrête jamais. Mais donc, vous voyez, en fait, dans l'alimentation elle-même, elle peut être enrichie en probiotiques naturels et qui sont des éléments positifs pour la santé. Il y a d'autres, tout ce qui est fermenté finalement peut aider. Les légumes lacto-fermentés, alors il faut pouvoir le faire. Bon, la bière, ça ne veut pas dire qu'il faut en boire des litres. C'est un exemple. Et là, je vous mets un exemple. Donc, la petite photo à droite, c'est ma sœur en fait. En fait, le deuxième livre que j'ai écrit ou j'ai co-écrit, c'est avec ma sœur qui, en fait, elle est juriste. Elle était juriste de formation et puis elle a eu un gros problème de santé et en fait, elle a arrêté complètement pendant des années. Et puis un jour, elle a dit, moi, ce qui m'intéresse, en fait, c'est de faire à manger. Et donc, elle a fait une école de chef. Elle a fait l'école du rite. Et un jour, je lui ai dit, peut-être qu'on pourrait transformer ces conseils alimentaires en quelque chose de bon. Donc là, c'est un exemple justement dans le livre où comment elle explique comment on fait des légumes lacto-fermentés, parce que pour moi, c'était un truc, je ne comprenais pas trop le concept. Je savais que c'était bon. Et donc, elle met ses astuces du chef et moi, je mets la vie, quoi. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est dit, on va faire quelque chose d'un peu plus pratico-pratique, mais moi, je suis pas chef. Donc les prébiotiques, est-ce qu'il y en a dans l'alimentation? Pareil, évidemment qu'il y en a. En fait, il y a plein d'éléments qui naturellement vont venir aider les bactéries à se développer. Alors, ce qui est important, c'est que nous, à la maison, on a des jeunes, c'est plus des ados, on va dire, c'est des jeunes adultes. Et en fait, le concept de tout ce qui est vert était un peu compliqué. Un peu. Et en plus, il y en a beaucoup, on a beaucoup d'ados à la maison. Et donc, il y en a un qui aime les petits pois, mais pas l'autre. Enfin, l'enfer, quoi. Donc, en fait, on s'est rendu compte qu'on peut se faire aider par des aliments qui, parfois... Enfin, moi, je ne connaissais pas trop le topinambour. C'est super bon, le topinambour. Et tout le monde aime le topinambour. Enfin, presque tout le monde. Voilà, sauf mon mari, quoi. Mais voilà, tout ça pour vous dire qu'on peut aujourd'hui, en plus, utiliser des légumes, des fruits qui changent en fait des haricots verts que ma mère me faisait tout le temps. Les fibres, en fait, on a des fibres aussi facilement accessibles. Et pour ceux qui souffrent d'intestin irritable où en fait les fibres peuvent entraîner trop de fermentation, on va plutôt choisir des fibres solubles, par exemple. Donc, je dirais qu'un ventre en bonne santé, ça s'entretient. C'est simple, finalement, on va manger diversifié. On va prendre des légumes, des légumineuses, des fruits, les graines aussi, évidemment. Les racines, c'est vrai que nous, on ne connaissait pas trop, mais on a découvert. Et puis, finalement, c'est vachement bien. Dans le gras, on va essayer d'éviter les acides gras saturés. Vous avez de la chance ici, hein. Vous êtes quand même dans une région extraordinaire. Donc, le poisson, ce n'est pas ce qui manque. Et en cas d'inconfort, donc ça, c'est les astuces de ma sœur, on peut essayer de modifier la cuisson. On va essayer de combiner des aliments pour essayer d'éviter ce qui est trop difficile à digérer. Privilégier les aliments à fibres tendres.
être à l'écoute de son corps, c'est aussi important sans que ça devienne une obsession, parce que des fois, quand le cerveau intervient trop, ça ne va pas. Et ne pas oublier le plaisir, ça c'est une diapositive à elle. Donc respecter son microbiote, réduire les procédés ultra-fermentés, ultra-transformés. De plus en plus, on a des éléments scientifiques très très forts pour penser que les aliments ultra-transformés peuvent avoir un rôle négatif sur l'intestin. Privilégier les produits frais de saison, donc c'est des évidences. Alors est-ce qu'il y a des super aliments ? Finalement, tout ce qui est lactofermenté est intéressant. Et puis pas oublier qu'en fait, l'alimentation, c'est un rôle social important. On l'a vu là pendant cette période de Covid. Il faut savoir que jamais les troubles du comportement alimentaire en France n'ont autant explosé du fait du confinement. Donc on a besoin d'être avec les autres aussi pour être en bonne santé, se faire plaisir. On a encore beaucoup de choses à apprendre. Il ne faut pas oublier le plaisir. Et je n'ai pas tout à fait fini. C'est pas loin, mais pas tout à fait. Il faut qu'on garde un esprit critique. Parce que, tout à l'heure, je vous disais, tout ça, c'est un business. Le microbiote est devenu un business. Le marché des probiotiques a explosé. Vraiment. Donc, aujourd'hui, je pense qu'on a mieux à faire. Les probiotiques ont des indications claires, nettes, des effets positifs, mais nous, on peut déjà faire des choses en s'alimentant correctement, en ayant une activité physique, en ayant une hygiène de vie qui nous permettent de finalement améliorer les choses. Et ça, c'était un voyage au Japon, quand on pouvait voyager. Et on est passé devant une espèce de... Voilà, c'était l'enseigne d'un magasin. Je me suis dit, tiens, c'est marrant comme truc. Human Microbiome, Lactobacillus sur le visage. Je me suis dit, tiens, quand même, ils sont forts, les Japonais, ils se mettent de la honte sur le visage. C'est quand même incroyable. Eh bien, en fait, c'est possible. On est rentré dans le magasin, tenez-vous bien, c'était tenu par un Français. C'est quand même incroyable. Et donc, je le challenge un peu. Je lui dis, c'est quoi comme type de lactobacillus ? Parce que je connais un peu les lactobacillus. Et du coup, c'est des lactobacillus. Et je lui dis, vous mettez des lactobacillus sur le visage ? Je lui dis, ouais. Et en fait, c'est un truc noir comme ça. Et on se met sur le visage. Et donc, l'idée est... Voilà. Donc, vous voyez, il faut qu'on reste l'esprit critique parce que ça peut aller très, très loin. Ça peut nous emmener au Japon. Donc, c'est une source de réflexion, en tout cas, le microbiote, sur notre société et sur qui nous sommes, clairement. Parce qu'on se rend compte qu'on est dans un écosystème, on est colonisé par un écosystème, mais nous-mêmes, nous sommes un écosystème. Et donc, ce que je trouve assez drôle, c'est cette diapositive, qui est une diapositive d'une collègue chercheuse à l'INRA, qui dit, est-ce qu'on est des hommes ? Mais en fait, on est composé 10 fois plus de bactéries que de nos propres cellules. Donc finalement, est-ce qu'on est plus bactéries que cellules ? Mais en plus, il y a plus d'ADN de bactéries. Alors là, on ne sait même plus ce qu'on est. Donc est-ce qu'on est un hybride, un super-organisme, un écosystème ? Je pense qu'on est un écosystème, probablement, mais qu'on doit mieux réfléchir justement à notre positionnement par rapport à l'écosystème global. Donc je voulais terminer quelques diapositives avant de vous faire un exercice, parce qu'il ne faut pas exagérer. Donc un peu de littérature et de lecture si vous voulez aller plus loin. Donc ça, c'est un livre super bien qui s'appelle « Le microbiote intestinal, un organe à part entière ». C'est très scientifique. Donc si parmi vous, il y en a qui veulent des trucs, c'est un peu ardu. Donc, mais pourquoi je le mets là ? Parce que c'est Joël Doré, un très grand chercheur français sur le microbiote intestinal, qui est connu dans le monde entier, et le professeur Philippe Marteau, qui est gastro-entérologue et qui, un des premiers, s'est vraiment intéressé au microbiote en France. D'autres livres, Les charmes discrets de l'intestin, elle, c'est pas 100 000 qu'elle a fait. Mais vraiment, c'est très bien. Gabrielle Perlmutter et Anne-Marie Cassard ont écrit un livre qui est hyper bien fait sur les bactéries. L'intestin irritable, pour ceux qui en souffrent, c'est un collègue, Jean-Marc Sabaté. Alors ça, c'est les livres que j'ai écrits, avec donc l'intestin, notre deuxième cerveau, et les recettes sur le microbiote. Et donc vous voyez ma sœur que vous reconnaissez,
Mais à droite, il y a une jeune fille là que vous voyez, c'est Émilie Ferrandi. Alors Émilie Ferrandi, elle est là, toute rouge là. Elle a honte, elle se cache. En fait, elle est diététicienne. Elle travaillait avec moi et en fait, elle m'a aidée au départ sur la réflexion de justement les recettes ou pas. Ben, sachez que cette dame, maintenant, elle est à Bastia. Voilà. Donc, merci Émilie, la pauvre. Elle est juste là, vous pourrez la voir après. Et en fait, regardez, je vous dis qu'on n'a rien inventé. On n'a rien inventé. Le tableau, là, Arcimboldo, 1563. Après, ça a été repris par un photographe allemand, mais vous voyez qu'en fait, il avait une vague idée de la diversité et ce que c'était finalement la diversité. Alors avant qu'on finisse complètement, je voudrais qu'on fasse un exercice. On va fermer les yeux. Je vérifie. Fermez les yeux. On ferme les yeux. Et on réfléchit au fait qu'on est colonisé par 100 000 milliards de bactéries. Mais que nous sommes en harmonie avec ces bactéries. Nous sommes un écosystème. Maintenant, on va essayer d'imaginer qu'on est comme un drone, on prend de la hauteur. Vous prenez de la hauteur, vous prenez de la hauteur, vous prenez de la hauteur. En prenant de la hauteur, ce que vous voyez, plus vous prenez de la hauteur, vous voyez les crânes des personnes qui sont ici présentes. Forcément, vous prenez de la hauteur. Donc il y a des blonds, des bruns, des brunes. Il y en a qui n'ont pas de cheveux. On prend de la hauteur. Plus on prend de la hauteur, moins on voit les différences. Prenez de la hauteur et vous vous rendez compte qu'il y a la terrasse d'à côté, pareil, avec des têtes. Et plus on s'éloigne, plus on voit qu'en fait, finalement, on est un groupe. Et je pense qu'aujourd'hui, on est un écosystème, tous ensemble, ici, dans un parc qui lui-même est notre hôte. Et je trouve que c'est extraordinaire qu'on soit tous ensemble ici et formions un écosystème unique pendant 2 heures. Merci pour votre attention.